Le style échevelé et décousu de Dominique Hachek qui lui permet de faire des arrêts époustouflants tout en dominant les autres gardiens de but en chiffres. L'arrogance de Patrick Roy qui amplifie ses arrêts pour le bonheur des téléspectateurs. Ou l'agressivité et les pertes de contrôle de Ron Hextall qui s'en prend aux attaquants de ses propres mains. Les gardiens d'autrefois avaient un style bien défini qui les caractérisait et différenciait de leurs confrères. On avait clairement quelques gardiens qui s'élevaient au-dessus du troupeau et qui performaient mieux que les autres d'une saison à l'autre. J'ai l'impression que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les gardiens apparaissent robotiques et interchangeables. Il est difficile d'en aimer un plus qu'un autre ou d'en voir un s'éloigner du peloton pour plusieurs saisons. Dans cette vidéo, je vais tenter de démontrer que les gardiens de but dans la LNH ont un impact moins important qu'avant et qu'il n'est plus essentiel pour une équipe d'avoir un gardien numéro 1 clairement défini avec un gros contrat. En fait, il serait préférable pour un directeur général de ne pas investir de gros montants dans de longs contrats pour un gardien de but. Ils ne sont plus ce qu'ils étaient. Je vais aussi spéculer à propos des raisons qui ont fait que les gardiens de but ne sont plus aussi essentiels qu'ils l'étaient auparavant, bien qu'ils aient quand même une importance considérable. Je suis amateur de hockey depuis environ une vingtaine d'années, puis j'ai pu voir une évolution dans les gardiens de but par rapport à avant et aujourd'hui. Donc avant, on pouvait voir des gardiens au style différent, donc que ce soit l'équipement ou le style de gardiennage. On peut voir des gardiens qui avaient une forte personnalité, une manière de gauler qui était différente d'un gardien à un autre, tandis qu'aujourd'hui, on dirait que les coachings se sont tous consultés pour vraiment établir une manière de gauler les buts qui est optimale pour les goalers, et tous les gardiens utilisent cette même technique-là, en plus du fait qu'ils ont environ tous la même stature, donc dans les alentours de 6 pieds 2, 6 pieds 3. Donc on fait face à des gardiens qui se ressemblent beaucoup, donc c'est difficile d'identifier un gardien qui se différencie et d'en aimer un plus qu'un autre. Donc c'est pour ça que je crois que juste du point de vue d'un amateur, les gardiens ont baissé en statut. Et on ne pourrait pas en dire autant des attaquants et des joueurs. Je veux pas non plus bourrer le crâne avec des statistiques à l'infini. Je sais que pour la plupart des amateurs, trop de statistiques, ça devient embêtant. Moi, je préfère quand il y en a le moins possible. Donc, je sais que pour les gardiens de but, la statistique la plus révélatrice, c'est le pourcentage d'efficacité. Donc, le pourcentage d'efficacité des arrêts à comparer de leur moyenne de but alloué. Je sais qu'à un moment donné, j'avais vu un gardien là, qui disait vraiment en entrevue qu'il faut regarder le pourcentage d'efficacité au lieu de la moyenne de but alloué, qui, elle, est un peu plus influencée par les défenseurs ou par le système de jeu d'équipe, tandis que le pourcentage d'efficacité des arrêts, c'est vraiment le gardien. On peut vraiment c'est juste le gardien qui peut influencer ça. Donc, c'est cette statistique-là que je vais utiliser pour démontrer mon point, comme quoi les gardiens ne sont plus ce qu'ils étaient. Le graphique que vous voyez là, c'est dans les 6 dernières années. Donc, on regarde les meneurs au classement en termes de pourcentage d'efficacité. Donc, si on peut juste jeter un coup d'œil, on voit que c'est très variable d'une année à une autre. Il y a beaucoup de gardiens qui sont dans ce top 10-là, qui ne sont même pas dans le top 10 pour les 2-3 années suivantes. Si on prend, par exemple, les attaquants ou les joueurs, il y a toujours un noyau à environ de 10 joueurs qui se retrouvent toujours dans les tops d'une année à l'autre, mais on ne voit pas ça dans les gardiens. C'est pour ça que je pense que le facteur chance ou plein d'autres facteurs vont venir influencer les gardiens qui sont à peu près tous pareils. Je trouve qu'il y a une année, il y a un gardien qui peut popper et être excellent en série et être pourri l'année d'après pour redevenir bon après. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est pas, pour un directeur général dans la Ligue nationale, c'est pas un bon investissement de donner beaucoup d'argent à un gardien de but. Si on regarde en 2014-2015, regarde Carey Price, on voit que c'était le meneur, puis par ailleurs, c'est le seul moment où il est meneur en pourcentage d'efficacité dans les 6 dernières années. Et si on regarde juste après, on voit un certain Devon Dubnyk. Lui, je me rappelle que c'était un gardien numéro 2 au début. Il a fini dans la Ligue américaine. Donc, par là que sa carrière était finie. Puis, il est redevenu un gardien élite après. Donc, on voit que c'est un peu du n'importe quoi. Steve Mason au 3e rang, là, je parle toujours en 2014-2015. Si on va en 2015-2016, on voit un certain Brian Elliott. Qui a été un gardien numéro 2, 1,5 durant la majeure partie de sa carrière. Mais là, on ne sait pas pourquoi, en 2015-2016, il a été numéro 1. Thomas Greiss aussi au 3e rang, qui a été toujours un gardien numéro 2, voire numéro 3, qui s'est retrouvé au 3e rang. Il faut savoir aussi que dans ces statistiques-là, ça ne tient pas compte des gardiens qui ont disputé moins de 30 matchs. Donc, c'est quand même des statistiques sur lesquelles on peut se fier.
Si on regarde en 2016-2017, on a un certain Sergei Bobrovsky qui, par ailleurs, a signé un contrat monstrueux avec, je pense, les Blue Jackets. Je pense qu'il est rendu avec les Panthers en ce moment. Il n'a pas répondu aux attentes. Donc, ça prouve encore une fois que c'est peut-être pas une bonne idée de donner des contrats monstrueusement gros à des gardiens comme Carey Price et Sergei Bobrovsky, même s'ils ont dominé pendant une certaine année la Ligue nationale. Après ça, toujours en 2016-2017, on voit Craig Anderson, Jimmy Howard. Et si on va l'année d'après, 2007-2018, ben, Sergei Bobrovsky n'est même pas dans le top 10. Puis Jimmy Howard, qui était numéro 2 en 2016-2017, n'est pas non plus dans le top 10 en 2017-2018. Là, on retrouve un certain Carter Hutton, qu'on disait comme la prochaine vedette à ce moment-là, en 2017-2018, du gardien de but qui va dominer la Ligue. Mais aujourd'hui, en 2020, on n'est pas là où on pensait qu'on en serait avec Carter Hutton. Donc, c'est très difficile à prédire les gardiens de but. Roberto Luongo, qui était un gardien vieillissant, qui s'était placé quasiment en marchette en 2017-2018, mais il s'est quand même classé numéro 3 cette année-là. Ryan Miller aussi, qui était très vieux, qui était quand même numéro 5. OK, bon. Après ça, on a Marc-André Fleury, le gardien qui a été tassé en série quand il a gagné la Coupe Stanley. Il a eu une superbe année, puis en série, on l'a tassé pour faire place à un autre gardien qui s'appelait Murray. C'est comme l'équivalent de que Crosby a dominé l'année, puis rendu en série, on l'a relégué au 4e trio pour faire place à un autre. Tu vois, c'est pas du tout pareil. Là. C'est un peu n'importe quoi. 2018-2019, Ben Bishop, Robin Lehner, Jake Campbell. Jake Campbell. Je pourrais pas te dire qui c'est. Je connais beaucoup le hockey. Si on regarde de 2018-2019 comparativement à la 2019-2020, ben le Ben Bishop, je le vois pas dans le top 10. Le Robin Lehner, je le vois numéro 10. Jordan Bennington non plus se ne trouve pas dans le top 10 pour l'année 2019-2020. What the fuck? 2019-2020, justement, la dernière année qu'on a eue, la saison qui a été écourtée à cause du coronavirus, fake coronavirus. Anton Khudobin, qui a été un gardien numéro 2, voire numéro 3, toute sa vie. En fait, je pense même qu'il a été numéro 1 dans la Ligue américaine. Et là, regardons ça. Il pop numéro 1 en 2019-2020. Regardons ça. C'est l'équivalent de que Paul Barron serait le numéro 1 des pointeurs de la Ligue pendant une année. Même s'il a connu des saisons en deçà de 40 points toute sa vie. Ça se pourrait pas. Tuukka Rask, 2019-2020, qui a ressuscité. On le disait fini. Et là, pop, comme par magie, il se classe numéro 2 en termes de pourcentage d'efficacité. Darcy Krumper, au 3e rang. Bon. Ça non plus. Je pense que c'est un gardien numéro 2. Jake Allen, le gardien qu'on a maintenant à Montréal. Tu comprends un peu ce que je veux dire. Donc, si le pourcentage d'efficacité, c'est la statistique sur laquelle on peut plus se fier pour évaluer un gardien de but, mais si on regarde dans les 6 dernières années, on voit que ça se promène. Le classement n'est pas du tout stable. Carey Price, qu'on dit le meilleur, ben, durant plusieurs années, il ne se trouve même pas dans le top 10. Il gagne 8 millions par année. Tu vois où je veux en venir. C'est difficile d'évaluer les gardiens de but. Ils sont environ tous égaux, selon moi. Ils peuvent avoir une bonne année, puis l'année d'après, une année pourrite. Donc, je pense pas que c'est une bonne option de repêcher un gardien de rue, par exemple, un gardien de but en première ronde, ou de lui donner un contrat avec un très gros salaire durant le 1er juillet, parce qu'ils sont instables. Il n'y en a pas un qui se démarque plus qu'un autre. Pas besoin d'approfondir les statistiques pour ça. Je connais beaucoup le hockey. Donc, j'ai tellement joué au jeu NHL depuis une vingtaine d'années. En plus d'écouter le hockey, en plus de pratiquer le hockey dans la vraie vie, je joue chaque semaine. Je connais bien les joueurs. Je connais leur profil. Je connais les saisons qu'ils ont eues dans le passé et tout. Et là, ce que je peux voir dans les gardiens de but, ben, c'est comme je pensais. C'est qu'en grattant les statistiques, ben, je vois qu'il n'y a rien qui se tient debout. Puis que c'est un peu du n'importe quoi. Donc, les gardiens de but ne sont pas un bon investissement pour les directeurs généraux. C'est bon d'avoir des bons gardiens de but fiables, mais c'est dur à prévoir. Est-ce qu'ils vont rester fiables? Est-ce qu'ils vont demeurer aussi dominants? Le facteur chance est trop élevé dans l'évaluation d'un gardien de but. Ça devient difficile de justifier des très gros contrats, par exemple à Sergei Bobrovsky, là, qui a frappé le jackpot, mais qu'aujourd'hui, on remet peut-être même en doute s'il est capable d'être un gardien de but numéro 1 durant 82 matchs en plus des séries. Donc, tu vois ce que je veux dire? Et